Donc, bonjour à tous. Nous sommes en compagnie de Vincent Miliot, professeur d'Europe moderne à l'Université de Caen en Basse-Normandie. Donc, bonjour, Monsieur Miliot. Bonjour. Enchanté. Donc, passons au vif du sujet. Vous avez écrit en 2007 Histoire des polices, ouverture d'un moment historiographique. À ce moment-là, le CIRSAP était en activité. 7 ans plus tard, plusieurs publications plus tard, où en est la situation, vos réflexions, vos désirs par rapport à ce moment historiographique? Alors, l'article auquel vous faites référence, publié dans la Revue d'Histoire moderne et contemporaine, pourrait être aujourd'hui complété par un chapitre introductif d'un gros livre collectif qui s'appelait Métiers de police, publié aux presses universitaires de Rennes en 2008. Et il s'agissait effectivement de faire un point historiographique. CIRSAP, auquel vous avez fait allusion, c'est un programme de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche, donc un organisme subventionnaire en France, et qui a été suivi par un autre programme de recherche qui porte sur les systèmes policiers européens. CIRSAP, ça voulait dire circulation des savoirs policiers en Europe. L'article de 2007, on pourrait résumer trois apports. Il était fait à partir de c'était une note critique à partir de 4 ouvrages. Il y avait l'idée qu'il ne faut pas s'épuiser à définir la notion de police, surtout pour l'Ancien Régime, parce que c'est très compliqué, c'est très large. En fait, la police, c'est un pouvoir souple, c'est essentiellement une pratique, c'est un pouvoir réglementaire, souple, qui doit s'adapter à une réalité sociale mouvante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était l'idée qu'il fallait travailler dans la longue durée, sortir des limites de l'Ancien Régime et faire dialoguer l'époque contemporaine et l'époque moderne, et parfois remonter même sur certaines questions jusqu'au Moyen-Âge. Et le troisième point aussi de cet article, c'était insister sur le pluriel de police. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule police, mais il y a des corps de police, des pouvoirs de police, et il faut essayer de prendre en considération cet ensemble. Quand on regarde quels sont les prolongements aujourd'hui de ce qui était un point d'arrivée et de départ en 2007-2008, que peut-on dire ? Tout d'abord, on doit insister beaucoup aujourd'hui sur le caractère international des études, la nécessité d'étudier les circulations, les échanges, les emprunts entre différentes villes, entre différents systèmes policiers. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut plus aujourd'hui prendre en compte uniquement des traditions historiographiques nationales qui ont souvent créé des biais, valorisant, surtout pour l'époque contemporaine, la construction de police étatique et de police nationale, alors qu'en fait, la situation est beaucoup plus diverse. Donc, il y a cette dimension circulation, prise en compte des échanges internationaux, qui conduit à développer aujourd'hui tout un tas de travaux dans le domaine colonial, pour étudier les relations entre les métropoles, les colonies, les spécificités coloniales, l'idée recevable ou pas d'un laboratoire colonial en matière de police, avec aussi des retours d'expérience des colonies vers la métropole. Et ça vaut à la fois pour l'époque contemporaine et pour l'époque moderne. L'autre aspect aujourd'hui, c'est sans doute, on pousse encore plus loin cette notion de police au pluriel. C'est un des traits du programme de recherche CISPO que j'évoquais tout à l'heure, qui conduit à prendre en compte non pas simplement des relations entre des corps véritablement institués, qui peuvent être militaires ou plutôt judiciaires, etc., mais à prendre en compte, un peu comme l'a fait l'histoire de la justice, tout un tas d'auxiliaires. D'auxiliaires, on va dire, naturels de la police, qui peuvent être dans la ville d'Ancien Régime des petits offices liés aux villes, qui peuvent être des représentants des corps de métier. Ça peut être aussi les curés de paroisse. Alors tout ça, ça peut prendre des noms différents selon qu'on est dans des villes françaises, espagnoles, italiennes, allemandes, etc., etc. Et donc cette espèce de soubassement est de plus en plus pris en compte, et nous conduit aussi à retrouver finalement des interrogations qui étaient plus présentes chez les historiens anglo-saxons, qui envisageaient moins les choses sous un angle institutionnel,
à la différence de ce que faisaient les Allemands, les Français, par exemple. Et donc, on doit, à partir de là, on réfléchit de nouveau au rapport entre police et population. Hein. Et dans police et population, eh bien, on va retrouver aussi des rapports de pouvoir, des rapports de domination, bien sûr, mais aussi des parcours sociaux et le rapport entre police et puis forme et type de sociabilité, forme et cadre de sociabilité. Hein. Les autres terrains qui restent tout à fait d'actualité, c'est ce qui concernerait, on va dire, les pratiques administratives, les cultures administratives, tout ce qui renvoie au papier, au registre, aux inventaires, et là aussi de manière large, conduisant à mettre en relation la professionnalisation des métiers de police avec d'autres secteurs de l'administration. Hein. Et puis enfin, peut-être que le quatrième terrain, qui est tout à fait intéressant, c'est celui du rapport au territoire, celui de l'espace, donc la manière dont des corps de police ou des formes de régulation sociale peuvent créer des formes d'encadrement dans l'espace, des formes de territorialisation. Donc là aussi, il y a des tas de comparaisons et il y a une grande richesse du terrain colonial pour réfléchir à ces questions-là. Et en plus, ça ouvre des perspectives du côté de quelque chose qui est aujourd'hui assez à la mode, c'est-à-dire les digital humanities, c'est-à-dire toutes les perspectives qui sont ouvertes en matière de spatialisation des données et de réflexion là, sur les pratiques spatiales. C'est-à-dire que c'est la nouvelle ère de la fabrication des atlas historiques, mais avec des possibilités d'exploitation et d'analyse qui sont assez inédites. Donc, Monsieur Miliot, vous avez écrit durant votre carrière sur les polices, les petits métiers de Paris. Vous écrivez maintenant sur les tragiques événements de 1770. Je voulais vous demander ou qu'on réfléchisse sur cet extrêmement large champ d'expertise. Comment vous appréhendiez les liens ou les sensibilités communes à travers ces différents champs et objets de recherche? Alors, comment est-ce que je suis passé de l'histoire des petits métiers parisiens et surtout de leur représentation littéraire, iconographique et musicale au chantier qui m'occupe depuis assez longtemps maintenant de l'histoire de la police. Le dossier des cris de Paris, qui était ma première thèse, c'était une histoire des représentations du peuple dans le temps long, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, qui était fondé donc sur une lecture d'imprimés. C'était un chantier qui était en lien avec l'histoire du livre, l'histoire de l'imprimé, qui était en vogue dans les années 1980, donc au XXe siècle. Mais ça n'était pas simplement une histoire de ces représentations culturelles, elle était très ancrée dans une histoire de la fabrication de ces objets, de leur diffusion, de leur consommation. Donc, je regardais aussi les archives des imprimeurs, des libraires, etc. Ce qui veut dire que c'était une histoire des représentations. Qu'est-ce qu'on montrait dans ces images et dans ces textes? En fait, assez peu le peuple, et on retrouvait plutôt les codes qui étaient des codes liés aux élites, à leur culture des apparences, à leur culture du divertissement. Pour faire vite, le peuple est relativement nié dans ces images, mais cette histoire des représentations, elle était ancrée quand même dans une histoire des circulations et des consommations, donc l'histoire sociale était très présente. Le lien s'est fait à la faveur d'une enquête qui portait sur les migrants, l'accueil des migrants dans les villes entre le XVIIe et le début du XIXe siècle. Et je devais travailler sur les représentations, souvent très péjoratives, de ces migrants. Et parmi ceux qui produisent ces représentations et ces discours péjoratifs, il y a les administrateurs et il y a les policiers qui sont chargés de les contrôler. Et je me suis vite aperçu qu'il était difficile de travailler sur les images produites, sur les discours produits, sans en même temps réfléchir sur ceux qui produisaient ces discours et ces images et sur les pratiques policières qui étaient derrière. Ne serait-ce que parce que, à certains moments, l'imaginaire ou les représentations sociales ont des effets sur la pratique. Les préjugés, en quelque sorte, finissent par avoir une incidence sur les pratiques policières. Quelle est la poule et quel est l'œuf, en quelque sorte. Et donc, à la faveur de cette enquête, je suis tombé, en quelque sorte, dans les pratiques policières. Et le gros ouvrage qui m'a occupé longtemps et qui a suivi et qui portait donc sur l'édition critique des papiers du lieutenant de police Lenoir et de ses mémoires, avec un commentaire sur ce qu'était la police de lumière, reposait sur cette idée qu'il fallait associer
constamment les conceptions policières et la reconstitution et l'analyse des pratiques. Le dernier chantier en date, celui de la catastrophe de la rue Royale en 1770, c'est un dossier qui a été peu abordé dans l'historiographie, surtout sous un angle institutionnel, et également parce que dans ces archives, on peut faire l'histoire du peuple et de la foule à travers notamment les procès-verbaux de tous les cadavres qu'on a retirés de cette catastrophe. Et c'est Arlette Farge qui s'était notamment intéressée à cette question-là. Mais voilà, on était entre l'histoire institutionnelle et une histoire du peuple, mais qui oublie encore une fois ce qui se passe du côté de la police. Et donc, sur ce chantier renouvelé de l'histoire de la police, cet événement, cette tragédie, devient révélatrice d'un certain nombre de tensions qui existent dans le système policier parisien entre la fin du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle, et également révélateur d'un certain nombre de problèmes qui se posent en termes de régulation sociale dans une grande ville comme Paris au XVIIIe siècle. Donc voilà comment les liens se sont très rapidement faits. Et l'idée, c'est finalement, il y a un article qui est celui de Roger Chartier, publié en 1989, Le Monde comme représentation, qui repose notamment sur l'étude d'une pièce de Molière, Georges Dandin. Et c'est cette idée qu'on ne doit pas opposer, entre guillemets, le réel et les représentations, mais les représentations font partie du réel, créent des catégories qui déterminent les formes de la pratique, les styles de la pratique, et je m'inscris assez normalement dans cette perspective-là. Merci. Merci.